Comment le cerveau fonctionne? Vraiment, c'est sans doute l'une des plus grandes questions de la science. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée, une théorie assez puissante qui vient bousculer une image qu'on a tous en tête. Cette comparaison, on l'a tous entendue, n'est-ce pas? Le cerveau, ce serait une espèce de super ordinateur biologique. C'est une image qui parle, c'est simple, mais est-ce que c'est la bonne? Alors voilà comment la source sur laquelle on s'appuie aujourd'hui résume la chose. C'est une philosophie, en fait, qui s'appelle le fonctionnalisme. L'idée, c'est simple. Il y a le hardware, le cerveau, la machine, et le software, l'esprit, les pensées qui tournent dessus. Mais franchement, est-ce que la biologie, c'est aussi bien rangé que ça? Ok, alors, creusons un peu cette idée. Cet ordinateur qu'on aurait dans la tête. Faut savoir que c'est une image qui a vraiment dominé la science cognitive pendant des années. Mais aujourd'hui, on commence à en voir sérieusement les limites. Parce que voilà, si on regarde ça avec des yeux de biologiste, la métaphore ne tient pas la route. Un cerveau, ça ne sort pas d'une usine avec un plan précis. Non, c'est le résultat de millions d'années d'évolution, et en plus, il se développe différemment pour chacun d'entre nous. Du coup, cette séparation nette hardware-software, ça ne colle juste pas avec la réalité d'un organe vivant, un organe qui s'adapte en permanence. Et ça nous amène pile au cœur du sujet. En gros, il y a deux façons complètement opposées de voir comment le cerveau apprend. Soit par instruction, soit par sélection. Regardons la différence. D'un côté, on a l'instructionnisme. L'idée, c'est que le monde extérieur vient en quelque sorte programmer notre cerveau comme on installe un logiciel. De l'autre côté, on a le sélectionnisme. Et là, c'est tout l'inverse. Le cerveau produit lui-même une quantité folle de possibilités, de connexions, et c'est l'expérience de la vie qui vient faire le tri, qui sélectionne les meilleurs. On parle vraiment d'un changement total de perspective. Et attention, ce ne sont pas des idées en l'air. Tout ça est bien ancré dans la recherche. Notre analyse se base sur ce livre, un ouvrage clé de 1994, qui a réuni des pointures en neurosciences, en biologie, en psychologie, pour justement poser les fondations de cette théorie. Pour vraiment comprendre le sélectionnisme, l'analogie la plus parlante, c'est Darwin. Il faut imaginer que les grands principes de l'évolution, la sélection naturelle, ne s'appliquent pas qu'aux animaux dans la nature, mais qu'ils se jouent aussi à chaque instant à l'intérieur de notre propre cerveau. Alors comment ça marche concrètement? On peut le voir en 3 temps. D'abord, la variation. Le cerveau y crée sans arrêt un surplus énorme de connexions neuronales, bien plus qu'il n'en a besoin. Ensuite, la sélection. Nos actions, ce qu'on perçoit, tout ça vient mettre ces connexions à l'épreuve. Et enfin, 3e étape, l'amplification. Les circuits qui ont bien marché, qui ont mené à un résultat utile, ils sont renforcés. Les autres, hop, ils s'affaiblissent ou disparaissent. C'est littéralement la survie du plus apte, mais au niveau de nos neurones. Et la grande force de ce modèle, c'est exactement ça. Comme le dit très bien la préface du livre, c'est qu'il remet enfin le cerveau à sa place, c'est-à-dire dans son contexte biologique. On parle de développement, on parle d'évolution, on parle du vivant. Ok, très bien. On a vu le grand principe, le quoi. Maintenant, il faut voir le comment. Concrètement, par quel mécanisme le cerveau arrive-t-il à faire cette sélection? Cette théorie, elle a un nom un peu formel. La théorie de la sélection des groupes de neurones, TNGS pour les intimes. Elle a été développée par un prix Nobel, Gerald Edelman. C'est vraiment le cadre théorique qui structure toute cette pensée. Cette TNGS, elle tient sur 3 piliers. Le premier, ce sont les groupes de neurones. L'idée, c'est que la sélection ne se fait pas neurone par neurone, mais sur des équipes de neurones qui bossent ensemble. Deuxième pilier, la rentrée. C'est le fait que ces groupes sont constamment en train de se parler, d'échanger des signaux en boucle pour se synchroniser. Et enfin, le 3e concept, la valeur. C'est une sorte de système interne qui dit au cerveau « ça c'est bien, c'est utile » ou « non, ça c'est pas bon » et qui guide donc le renforcement des connexions. Du coup, si on passe de l'idée d'instruction à celle de sélection, c'est toute notre manière de voir le cerveau qui est chamboulée. Il n'est plus juste une machine qui reçoit passivement des ordres. Non, il devient un acteur, un système incroyablement dynamique. Et ce changement de regard, il est fondamental. Ça nous pousse à voir le cerveau non plus comme une machine, un truc prévisible, mais plutôt comme un système biologique hyper complexe. Un peu comme un écosystème, oui, qui se réorganise tout le temps. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est ça, le cerveau, ce n'est pas un disque dur vide que le monde vient remplir d'informations. C'est bien plus proche d'une jungle pleine de vie, pleine de possibilités neuronales. Et c'est notre expérience qui vient tailler des chemins dans cette jungle, des chemins qui nous permettent de penser, d'agir et tout simplement de survivre. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question un peu vertigineuse. Si toute notre vie mentale est le résultat de cette espèce de sélection darwinienne qui se passe en continu dans notre tête, alors la conscience,
Notre conscience ne serait-elle pas finalement le produit le plus incroyable, le plus sophistiqué de tout ce processus? C'est une pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas?